Bonjour, donc je suis C.S. Sanchou, cofondateur de Enobook, membre de la Vigue numérique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce cluster nantais qui compte changer un peu certaines approches du vin en y mettant du numérique. On avait vu Neurokif tout à l'heure, qui est membre de notre cluster. Je remercie l'équipe d'Innovin de m'avoir proposé de parler du profilage du vin. Alors le profilage du vin, moi, me tient à cœur parce qu'il est un peu à contre-pied de ce qu'on entend aussi par le profilage, et on prend un peu l'autre bout de la recommandation du profilage des clients. Alors on a vu un petit peu des limites sur le profilage des clients. Qu'en est-il des goûts éclectiques et des vins et des goûts mouvants? On n'écoute pas de la musique classique toute la journée, on peut switcher. Qu'en est-il ensuite de la multiplicité des utilisateurs derrière les mêmes terminaux? Votre épouse ne va pas du tout faire les mêmes recherches que vous. Qu'en est-il aussi, sinon, des vins atypiques qui vont être laissés pour compte? Nous, on veut avoir une démarche qui est beaucoup plus vers le vin pour mieux faire comprendre le vin. En fait, vulgariser un peu le vin, puisqu'on l'a dit tout à l'heure aussi, quelquefois, il y a des mots un peu professionnels qui viennent apporter une couche de complexité qui n'a pas lieu d'être. Alors, le profilage du vin, je vais le faire en 3 temps. Je vais faire un état des pratiques. Je vais vous présenter un petit peu ce que nous, on fait, enfin l'application Enobook et ce qu'on compte faire, qu'est-ce qu'on entend par le profilage du vin, et ensuite un petit retour d'expérience. Alors, le profilage du vin aujourd'hui, on l'utilise surtout au niveau professionnel. Ça va être pour l'analyse et le suivi organoleptique dans les ODG, mais aussi en production dans la vinification. Donc, c'est vraiment utilisé juste entre professionnels. C'est une calibration qui va toujours être locale, non centralisée. Donc, c'est rarement digitalisé, on a rarement un partage, et c'est vraiment dommage. Et c'est rarement recoupé et confronté avec le goût du client. C'est-à-dire que le profil que vont suivre des œnologues va peut-être pas être du tout le profil qui va être ressenti ensuite par le grand public. Et c'est caché du grand public. Alors pourtant, de profilage, il y en a déjà pas mal. C'est plutôt au niveau du style de vin. Il y a pas mal de sites qui vont faire des recommandations du vin en les catégorisant un petit peu. Alors on va voir tout à l'heure, il y a plusieurs échelles de catégorisation, enfin ou de profilage. Là, on va plutôt peut-être parler de style. Vous connaissez quelques grands acteurs. Et aussi dans la vente, on va utiliser les profils de vin ou le style de vin pour améliorer la vente, essayer de mieux faire comprendre le vin et finalement mieux l'apprécier aussi. La SAQ, même Nicolas Simet, même avec le site en Angleterre qu'ils ont Spirited Wine et quelques autres, Le Petit Ballon notamment, qui marche très bien, et peut-être par cette approche du profil du vin. Alors, moi j'aime bien l'expérience la SAQ, c'est vraiment un cas d'école. Alors je veux dire, c'est un plan de communication donc, qui a été mis en place en 2009, signé à Sidley. Il a reçu deux prix au Casis en 2011 pour cette campagne. L'idée, c'était de donner des repères et de permettre aux consommateurs de trouver leur profil. Alors c'est vrai que souvent, le profilage dans les consommateurs, on le voyait avant aussi, Petit Ballon aussi fait ça, c'est essayer de dire aux consommateurs, trouvez votre profil. Nous, on a une approche un peu plus globale, comme on disait. On écoute du jazz, quand on a des goûts éclectiques, ça correspond peut-être pas. Mais ils ont essayé du coup, pour ça, ils ont commencé par mettre en vente des coffrets de dégustation, puis ensuite, ils ont fait des dégustations dans les points de vente, et tout ça a été relayé. Et c'était un véritable succès, puisqu'il y a eu donc d'emblée, lors de la campagne, il y a eu plus 14% de ventes qu'une promotion semblable. On a dépassé les objectifs de 31%, les objectifs de vente, une augmentation pour la première fois depuis plusieurs années de vente de vin régulier, et le prix moyen payé par bouteille a augmenté de 6% depuis. Donc, la connaissance ou comprendre le vin avant de l'acheter vous permet de mettre plus d'argent en confiance. Et ce n'est pas seulement de la recommandation, les gens, ils se retrouvent, enfin, ils pensent comprendre, mieux apprécier du coup aussi le vin, et ça leur permet de mobiliser plus de fonds pour cet achat. Alors, par contre, le problème, ça a reçu beaucoup de critiques, c'est utilisé aussi à des fins caricaturales, c'est assez surprenant, parce que c'est effectivement non exhaustif, ils ont dû rajouter des profils supplémentaires,
La sélection, elle est un peu approximative et arbitraire, ce qui a conduit à des modifications d'attribution suite à des remontées d'utilisateurs. Donc on revient à l'idée que le profilage fait professionnellement n'est peut-être pas forcément celui reconnu par le grand public. Et l'idée que les clients se limitent, ce qu'on voyait tout à l'heure, ce qu'on parlait quand on fait le profilage client, ils vont se garder dans une bulle, dans cette bulle cognitive, ils vont se limiter à leur profil et pas chercher d'autres vins. Alors, il y a 3 échelles qu'on veut dire au profilage. Il y a donc ces styles de vin, donc qui est une vulgarisation, simplification, mais dans la catégorisation est difficile et il faut comprendre qui réalise cette catégorisation. Il y a ensuite la catégorie géographique, ce qu'on utilise le plus souvent, mais alors c'est difficile d'être exhaustif, donc il y a toujours des partis pris. Vous reconnaissez peut-être la sélection du site. Voilà, on n'a que quelques régions ou appellations qui vont être nominées. On retrouve, alors Bordeaux n'a rien à craindre, ni la Bourgogne, ni la Champagne, mais c'est vrai que le reste des appellations françaises passe en général à la trappe. Donc, il faut des connaissances géographiques. C'est peut-être pour ça que je me suis mis sur cette idée de profilage du vin, parce que j'ai du mal. Et c'est difficile aussi pour un Anglais, et je vais revenir, c'est la genèse de nos books, de se remémorer les noms de villages français. Et ensuite, c'est les échelles, les acteurs de la communication qui sont une multiplicité. Et ensuite, il y a le profil sensoriel pro, approche froide, connaissance du goût qu'il faut avoir, voilà, et qui a la compétence. Alors, pardon, hop. Alors sinon, il y a ce qui est le plus couramment utilisé. Voilà, c'est aimé, mais il y a aussi le revers de la médaille, et c'est assez insultant, je trouve, pour un produit qui est relativement charmant et il faut surtout l'employer à bon escient. C'est-à-dire un vin bu au mauvais moment et mal apprécié. Alors la genèse de nos books, en fait, je ne suis pas du tout issu du monde du vin, c'est pas ma profession d'ailleurs, c'est un peu ma danseuse. Je suis architecte et j'ai travaillé en Angleterre. On est très graphique et ce qui m'ennuyait, c'est de ne pas réussir à faire comprendre à mes collègues anglais les vins français. Donc on allait boire des vins qui faisaient 20 000 km, qui venaient de l'autre bout du monde, parce qu'on parle de profil. Pour moi, c'était ça. À l'étranger, les vins français, par rapport au poids des cépages, c'est assez dramatique. Alors, comme je vous disais, profession visuelle, l'idée c'était de synthétiser, faire comprendre le vin visuellement. C'est quand même quelque chose qui est ultra rapide. Quand on parlait de rayons, venir scanner les bouteilles, si on pouvait visuellement comprendre le goût du vin, l'œil, et on voit tout de suite si quelqu'un est fatigué, un peu malade, c'est hyper puissant, c'est un outil hyper puissant. Votre smartphone, il est très loin de cela. Mais on a du mal à comprendre qui parle du vin. Alors là, on va parler d'un peu de nos books. Nous, on cherche à parler du vin avec le vin. Donc, je vais faire un petit quiz, juste pour voir. Pour vous, quel est le vin le plus corpulent? Bon, à droite. Donc, ça, c'est un Pauillac, c'est un Beaujolais village. Quel est le vin le plus acide? Gauche. Donc, ça, c'est un entre-deux-mer, ça, c'est un Grave blanc. Et quel est le vin le plus gras? Voilà. Donc, il y a des évidences, en fait, bêtement, auxquelles on ne pense pas trop, qui sont la corpulence, quelqu'un gros, lourd, léger, vif. On peut le voir, et ben le vin, c'est pareil, on peut le représenter. Donc, on a essayé de définir des règles au niveau de la représentation graphique de la corpulence du vin. Ça pour les rouges, ça pour les blancs. Et on va avoir ensuite, on travaille avec les doigts. Comme vous avez vu tout à l'heure, les profils ont des doigts qui vont un peu dans toutes les directions. Donc la corpulence est représentée par la corpulence d'une splash, on va dire d'une tache, une splash. Et les doigts, ça indique les tendances aromatiques avec 4 nuances de puissance. On a travaillé avec l'ESA, on gère 8 tendances, 36 familles et 340 arômes. On a ensuite le temps du vin qu'on va rajouter en chrono ou en compte à rebours sur la garde, et la puissance et la dynamique en bouche qu'on n'a pas encore intégrée mais qui est dans les starting blocks. Voilà, et ça nous donne des profils très différents pour les vins. On a essayé pour les spiritueux, pour les bières. Il y a de plus en plus d'acteurs aussi sur ces marchés-là. C'est super intéressant parce qu'on s'y retrouve une fois qu'on a compris les codes de la corpulence et les grandes familles, comme vous voyez, les grandes familles d'arômes.
à minima. Voilà. Donc, ça permet de cartographier. Donc, ce n'est pas seulement du digital, c'est du print. Et nous, on espère qu'un jour, on trouvera ça peut-être chez les cavistes et que ça puisse être un support de communication pour faire comprendre vers les envies vers lesquelles on veut aller, les matchs avec ce qu'on va manger, et juste pouvoir conduire et faire comprendre la richesse qu'on a, quoi. C'est un territoire fabuleux. On va comprendre qu'on a des vins plus gras au sud, plus légers au nord. Rien visuellement, ça peut être un outil, je pense, fabuleux. Et surtout, on a une richesse sur laquelle travailler qui est énorme. Alors, comment on crée ça? C'est là que vient le digital. C'est en fait, on a créé une application qui permet en fait d'essayer de répondre à tous les problèmes qu'on voyait tout à l'heure. Donc, pas d'appauvrissement sur le vin. On étalonne, mais on ne catégorise pas. C'est un bottom-up process, c'est participatif. Les combinatoires, oui, on essaie de faire un langage simple, donc il n'y a pas de prérequis, c'est appropriable par tous, et c'est quelque chose de ludique, surtout exploratoire, multiniveau et négatif. Voilà. Retour d'expérience. En fait, on l'a beaucoup utilisé jusqu'à présent avec la vigne numérique. On a créé ce qu'on appelle la dégustation augmentée, sur lequel fait partie aussi Neurokif. Vous voyez le casque avec, vous reconnaissez peut-être notre ministre, où on travaille aussi avec 10 vins, où justement le vin a été calibré. Et la dégustation augmentée, c'est pour vous faire comprendre mieux le vin, pour approfondir un peu votre dégustation, pour mieux l'apprécier. Et donc, ça nous a permis, avec ces vins qui finalement sont assez calibrés, puisque goûter toujours au même moment et passer dans une machine pour être dans les parfaites conditions, on arrive à la loi des grands nombres. Et c'est là où l'expérience est assez géniale, et on est super content des résultats qu'on a, c'est que les gens sont bons. En fait, au bout de à peu près, quand on prend du grand public, au bout de 13 dégustations, on commence à avoir un profil du vin qui est constant. On a des profils sur 40 jusqu'à 50 qu'on a fait sur des vins qu'on a reproduits comme ça en dégustation augmentée. On a depuis les 15 premières dégustations, on a le même profil. Donc les gens reconnaissent le goût. Et donc ils s'approprient le vin en plus en reconnaissant le goût, et ils arrivent à avoir aussi un affect puisqu'ils ont réussi à reconnaître le goût. Et en même temps, ça apporte énormément de... Alors ça, c'est pour le grand public. On l'a fait dans des écoles, c'est au bout de 6 dégustations, c'est incroyable. Il y a déjà un profil, on rafraîchit, on a un algorithme pour faire le profil moyen, on va dire, enfin médian, synthétique plutôt que moyen. Et à partir de 6, voilà, on a déjà souvent 6, 7, 8 dégustations. On a déjà quelque chose qui est constant, et au bout de 20, 30, on a le même profil. Et ce qui est génial, c'est que ça permet, ça nous a montré en fait ces dégustations que donc les gens ont du goût, qui devraient se faire confiance. Ça a démontré que les gens aiment analyser et être acteurs de leur dégustation. Qu'ils aiment aussi se confronter leur goût sans qu'on leur dise, voilà, forcément, c'est ceci, cela. Voilà, ils veulent être acteurs et pas seulement recevoir. Non, mais je pense que je m'arrête là, moi, c'est très bien. Juste on cherche à développer un catalogue, on fait une recherche en fait. Vous pouvez faire une recherche par rapport à ce que vous allez consommer ou par rapport à un profil X que vous souhaitez. Vous trouverez le vin atypique peut-être qui correspondrait à ça. L'idée, ce serait un jour peut-être d'avoir ça et ressortir bientôt les ono-icônes du vin. Pourquoi on n'aurait pas des petites émotions qui représentent le vin. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Cyril? T'en vas pas tout de suite, on ne sait jamais. Voilà. Alors déjà, est-ce que vos amis anglais, maintenant, ils comprennent J'y retourne ce week-end. Et donc là, on parle de 10-12 dégustations pour arriver à un profil, à stabiliser un profil. Ça dépend aussi peut-être du profil. Par exemple, un chinois ou une dégustation chinoise pourrait donner une autre couleur. Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est déjà ça c'est un sujet génial, et c'est pour ça qu'on travaille notamment avec Lisa qui nous a suivis là-dessus. C'est que le goût, ça dépend de nos référents, de notre histoire. Donc on n'a pas les mêmes fruits en Chine qu'on a en Europe, donc ça ne sera pas du tout la même chose. Il y a des goûts, par exemple l'unami qui est
qui est difficile à décrire, qui a un goût, voilà, en Asie, on a ce goût qu'on n'a pas chez nous, qu'on arrive à décrire là-bas, qu'on n'arrive pas à décrire ici. Donc oui, c'est assez fabuleux. L'idée, c'est justement ensuite, dans les profils, c'est demander aux gens leur degré de connaissance du vin, leur origine, voir s'ils sont fumeurs ou pas. Peut-être qu'on aura d'autres choses pour essayer de, en fait, et aussi de comparer sur certaines dégustations, vont peut-être avoir la même dégustation qu'un professionnel, voir s'ils ont un match là-dessus, pour avoir des pondérations différentes, en fait, pour réussir à avoir une moyenne un peu plus juste. Aujourd'hui, ça nous intéresse bien aussi d'avoir un système complètement démocratique et puis c'est plus simple. Donc tout le monde est au même niveau, mais demain, effectivement, pour arriver à une plus grande justesse, c'est l'idée d'avoir une autopondération des dégustations. Voilà. Une autre question, oui. Bonjour, je trouve ça vraiment super ce que vous faites. J'ai une question. C'est est-ce qu'il y a des pourcentages, enfin, par rapport au goût de quelqu'un, même dans une issue d'un même territoire ou culture, quel est le pourcentage de variation de son goût, vous voyez, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capteurs. Est-ce que vous savez ça? Vous voyez, il y a des gens qui sentent l'amertume, d'autres moins. Oui, voilà. Pour autant, enfin. Non, j'ai pas les chiffres, mais effectivement, on n'est pas du tout sensible de la même façon aux saveurs ni aux odeurs. Alors, déjà, les odeurs, c'est vraiment par rapport à un historique. Donc, si on n'a jamais vu de fraise, on ne saura pas la reconnaître. Donc, si on n'a jamais eu de jardin, on ne sera pas pareil qu'un urbain. Voilà. Enfin, quand on est un urbain, c'est pas pareil qu'un quelqu'un de la campagne. Et ensuite, les goûts, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sensible au même niveau. J'ai pas du tout de chiffres ici. Par contre, mais c'est un domaine génial. Estelle, pour te répondre sur des études qui ont été faites à l'ISVV dans le cadre d'une thèse sur des jurys de professionnels. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on se rendait compte que, grosso modo, sur une population de professionnels, on pouvait avoir, je crois, jusqu'à, selon les molécules, selon les arômes, jusqu'à 10% de ce qu'on appelle, pardon, ça va être dur, hein, d'agnostic total, c'est-à-dire qu'ils ne perçoivent pas du tout cette odeur-là. Voilà. Oui. Voilà, tu peux en parler. En revanche, ce qui était assez magique, c'était de constater qu'on pouvait s'entraîner par imagerie mentale. Donc moi, on m'a donné par exemple une molécule que je sentais pas très bien au début du mois de juillet. Je l'ai sentie une fois et pendant tout l'été, il fallait que je pense champignons, champignons, champignons à chaque fois que je me levais le matin. Et en septembre, on m'a retesté, j'avais abaissé mon seuil de perception. C'était la bonne nouvelle. Donc on peut s'entraîner. On peut s'entraîner, ouais. Et on met une banane un mois avant le Beaujolais nouveau, on met une banane sur la table de nuit et vous n'avez aucun problème. Très bien. Mais, allez, une petite dernière, mais rapide, parce qu'il faut qu'on... On est un peu en démarrage. Est-ce que des professionnels, des œnologues, qu'est-ce qu'ils pensent, les œnologues, de votre système? Alors, on a travaillé avec 2 œnologues. Pour l'instant, l'application est loin d'être finie. Donc, il la critique, mais on connaît leur cahier des charges. C'est difficile. On a fait une application qui se veut quand même grand public. Aujourd'hui, alors, on ne peut pas la vendre grand public. Il n'y a pas quelqu'un qui achète une application. Plus personne dans leur public n'achète d'application. Donc, c'est pas là qu'on trouvera des débouchés, mais plutôt en fait dans des catalogues numériques pour des gens qui auront un grand panel et qui veulent peut-être soit le présenter en cave ou soit faire justement un peu de gaming autour de ça. Ou chez les cavistes, bref. Mais pour les œnologues, aujourd'hui, on n'est pas à ce niveau, on aimerait l'intégrer, il nous faudra un peu plus de fonds. L'idée, c'était un peu ça, c'était que ce carnet de notes, il soit très simple. Aujourd'hui, il est un peu plus compliqué, mais on voulait travailler avec des nuages de mots pour les œnologues et pour les journalistes, et qu'il soit tellement simple qu'ils ne veulent que travailler avec ce carnet de dégustation. Et ça permet de nourrir la data pour l'ensemble de la population et faire des recoupements, comme je disais, pour essayer de qualifier tout le monde. On pourrait même dire, voilà, vous êtes à 95%, faire un gaming de qualité de palais par rapport à un tel, voilà. Ou finalement, vous allez aimer les vins aimés par... comme vous voyez à Allociné, vous avez toutes les revues qui ont mis les étoiles, et c'est vrai que vous allez vous identifier à quelqu'un. Et ça ne veut pas forcément être votre copain, mais ça peut être aussi... voilà.
Pour J'en ai compléter plus la de réponse de savoir. Cyril également, il y a un travail qui avait été fait à l'Institut des sciences de la vigne et du vin sur une application qui s'appelle ProGusto, qui devrait un jour, j'espère, rapidement sortir, d'aide à la dégustation pour les professionnels des vins. Et effectivement, je rejoins ce que dit Cyril, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même objectif et ce n'est pas du tout la même manière de travailler, de faire un outil pour le grand public, pour profiler les vins et l'aider à déguster les vins, que de faire une application pour les professionnels du vin. Voilà. Merci beaucoup Cyril. Merci à tous.